On va parler de l'engagement client. Alors, l'engagement client dans les levées des organisations, on va beaucoup parler d'organisation, également de ressources humaines. Et pour cela, je vais demander bien sûr aux intervenants de la deuxième table ronde de ce deuxième défi à venir me rejoindre sur ce plateau. N'hésitez pas, venez avec moi. Il y a Sylviane Dupré, présidente de Loginov Formation, Delphine Didier, directrice de l'agence de Dourges d'Alliance Emploi, Julien Depeau, président du groupe Depeau, Romain Tribouois, j'espère que je prononce bien, chauffeur chez Depeau, et puis également Sandrine, alors j'espère que je prononce bien aussi, Buchler, directrice filiale FMEA pour la filiale du groupe FM Logistique France. Installez-vous. Ouais, alors l'idéal, c'est vrai que là, c'est parfait si vous êtes ensemble, voilà, et c'est parfait. Ah bon, ça vous dérange d'être séparé par une demoiselle? Non, non, on va rester comme ça, c'est bien, hein, c'est bien. Alors bon, je vous ai présenté un petit peu, mais peut-être on va prendre le micro qui est là-bas. Juste pour qu'on puisse vous situer, je vais demander juste de faire un petit tour, qu'on puisse situer chacun de qui il s'agit quand vous prenez. Donc vous êtes... Ah, c'est bon. Voilà, moi je m'appelle Julien Depeau, je dirige les transports de Pau. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 55 ans, qui a été créée par mon grand-père. On est implanté dans le Hauts-de-France, à côté de Lille, Lens et Dunkerque. On est 350 avec à peu près 220 conducteurs qui œuvront dans le transport routier et la logistique. Merci beaucoup. Sandrine Buchler, donc je travaille pour la société FM Logistique, créée depuis 50 ans, un peu moins longtemps. 23 000 collaborateurs dans le monde pour le groupe et je suis la directrice des filiales FM Logistique, FMEA, entreprise adaptée. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Romain Triboulois, donc conducteur chez les Transports de Pau depuis 17 ans. Voilà, conducteur référent maintenant depuis quelques temps pour accueillir les nouveaux arrivants et les diriger dans le métier. Donc j'effectue tous les jours des livraisons sur les Hauts-de-France. Voilà. Et ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous, et particulièrement, on va citer pourquoi tout à l'heure. Vous nous partagerez votre expérience avec le plus grand des plaisirs. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylviane Dupré, je suis la responsable de l'organisme de formation Loginov Formation. On est basé là, entre autres, sur le campus, et nous formons donc toute la partie opérationnelle entrepôt, du magasinier, cariste, manutentionnaire, jusqu'au directeur de site, donc sur toute la partie opérationnelle entrepôt, supply chain. Donc, bonjour, je suis Delphine Didier, donc je représente le groupe Mon Employeur Alliance Emploi. Donc Alliance Emploi, notre vocation, c'est de mettre à disposition des compétences en temps partagé. Cela représente aujourd'hui 400 entreprises qui nous ont rejoints et font confiance, 1700 collaborateurs mis à disposition d'une douzaine d'agences Alliance Emploi. Alors gardez le micro justement parce qu'on va continuer par cette expérience commune que vous avez avec Madame Dupré de Loginov Formation. Gardez votre micro parce que je voudrais juste, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était pas si connu que ça le terme groupement d'employeurs, ce que ça imposait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un groupement d'employeurs ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui se sont réunis pour créer ce dispositif. Nous existons pourtant depuis 20 ans. C'est une formule d'emploi qui est certes moins connue que l'intérim. Hein. Souvent, c'est le premier réflexe, c'est l'intérim. Nous, notre vocation, c'est vraiment de déprécariser l'emploi, donc de proposer du contrat longue durée, une stabilité d'emploi et une garantie de salaire aux collaborateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer avec votre collègue de Loginov Formation. Pour le coup, vous venez vraiment tout près parce que vos bureaux c'est le bureau d'après. Hein, la porte d'entrée que vous avez passée, vous allez à la porte d'entrée après. Et donc vous êtes vraiment spécialiste sur les formations orientées autour du métier de l'entreposage. J'ai noté de l'agent logistique jusqu'au manager. Hein, c'est vraiment votre cœur de métier. Et vous aviez un enjeu, vraiment un enjeu. Alors, quel était le point de départ de cet enjeu? Expliquez-moi quelle est cette aventure. L'aventure, en fait, elle a démarré ici, au sein même de ce campus, puisque l'idée a été, à un moment donné, avec des réflexions au sein de la Chambre de commerce Artois et Euralogistique, avec donc Laurent Després, de travailler sur le côté humain des futurs logisticiens, en fait, et de voir un peu l'évolution logistique des entreprises, grand secteur nord de la France. Et suite à cette étude et suite à ces réflexions, il s'avère que on considérait un peu plus les logisticiens comme un peu les antichambres de la production et non pas leur redorer un peu le blason de dire voilà, on a besoin de logisticiens aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans, on aura encore besoin de logisticiens de plus en plus performants. Donc comment faire en sorte que la logistique, les logisticiens de terrain prennent effectivement une importance dans le métier.
Et donc, on a développé un concept qui est le compagnon de la logistique, qui est donc une marque qui appartient à la Chambre de commerce Artois, qui a été développée par Euralogistique, donc en partenariat. Et donc, aujourd'hui, nous dispensons des formations sur le label compagnon de la logistique, qui atteste que non seulement la personne sait faire un métier, mais également a le bon comportement, donc le savoir-être. Donc, la colonne vertébrale de nos formations tourne bien évidemment autour du savoir-être, les codes de l'entreprise, le comportement, l'attitude. Comment faire en sorte que quelqu'un qui rentre dans une entreprise va rentrer pour une aptitude, mais sortira pour une attitude. Donc, on a beaucoup travaillé depuis 5 ans, on existe depuis 2013, sur effectivement la formation, c'est important. Et donc, le côté un peu innovant, c'est de dire, on va former des futurs opérationnels. Comment fait-on pour que ces personnes soient employables dès la fin de la formation? Comment fait-on pour qu'elles restent dans l'entreprise? Et donc, nous avons travaillé avec des partenaires, entre autres, sur tout la préformation, en fait, sur le recrutement, sur le sourcing. Nous avons mis en place effectivement des tests de recrutement, des entretiens de motivation. Quelquefois, pour un groupe de 8 à 10 personnes, on peut faire 7 à 8 informations collectives, c'est pas grave. Le but, c'est effectivement d'avoir des personnes qui ont envie, qui sont motivées. Et donc, on les accompagne tout le long du cursus de formation, qui dure à peu près 2 mois, avec des entretiens individuels, du coaching personnalisé. Voilà, on essaye constamment, effectivement, d'être au cœur de l'humain, au cœur de la personne. Nous, on dit toujours, on a 2 clients. Le premier, bien sûr, c'est notre financeur. Mais notre client principal, c'est l'apprenant, c'est le stagiaire, à qui on promet effectivement d'avoir les bons codes de l'entreprise, mais également le savoir-faire, mais en même temps avoir un bon savoir-être pour rester et être employable dès la fin de la formation. Donc voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce titre-là, ce label, c'est une marque, mais qui va être porté par la personne que vous allez former, qui va devenir un spécialiste. Vous m'avez dit, il est reconnu maintenant, il porte le titre. Alors, j'ai noté opérateur logistique polyvalent. Vous me dites si c'est vrai, c'est un titre de niveau 5, donc c'est une vraie réussite, un vrai gage. Et vous m'avez dit, tout est concentré également, avant tout, sur les valeurs de savoir-être. Et l'un de vos clients, juste heureux, c'est Alliance Emploi. C'est pour ça que vous êtes venu en binôme. Et c'est pareil, vous m'avez dit, moi, la notion de savoir-être, c'est une notion qui est très importante pour mes employeurs adhérents chez Alliance Emploi. Alors, on va partager le micro si vous le voulez bien. J'ai noté une phrase qui, je trouvais très illustrante. Vous m'avez dit, les entreprises qui sont adhérentes chez moi, les employeurs, ils ont besoin de compter sur eux. Ils ont besoin de compter sur eux, d'où la notion de savoir-être. Pour vous, c'est quoi tout cela? Le savoir-être, qu'est-ce qu'on entend derrière tout cela? Alors, souvent, le savoir-être, ce sont des valeurs que tout le monde aujourd'hui devrait avoir. C'est la ponctualité, c'est savoir dire bonjour quand on arrive, avoir la patate, comme on dit, avoir le sourire et l'envie de travailler. Et puis, surtout aussi prévenir quand on a une absence. Et c'est vrai que bien souvent, les demandes des entreprises, c'est d'abord d'avoir des gens fiables, motivés, avant d'avoir des compétences. Alors, ma vie dit, ce qui est superbe dans cette formation-là, c'est qu'on encourage le savoir-être, évidemment. Et puis, il y a une pratique immédiate. Ça vous a plu aussi Oui, tout à fait. Alors, l'intérêt de cette formation, c'est qu'on pousse la porte et on arrive directement dans l'entrepôt-école du Secours populaire. Donc, effectivement, les apprenants peuvent tout de suite mettre en pratique ce qu'ils apprennent tout au long de la formation. Alors, c'est un peu un contrat gagnant-gagnant, je suppose, pour les employeurs, les entreprises que vous représentez. Ils ont besoin d'avoir des gens de qualité. C'est un métier sous tension. Vous rejoignez un peu ce qui a été dit depuis le début. C'est un peu votre vocation également de pouvoir chercher justement ces collaborateurs-là. Et c'est gagnant également pour les personnes qui vous accompagnent. On va laisser le micro. Vous m'avez dit, c'est une réussite. Il y avait, parmi les gens qu'on a recrutés, c'est aussi d'attirer des profils qui n'étaient pas forcément destinés au métier de la logistique. C'est quoi le pourcentage des personnes qui étaient loin de l'emploi ou Alors aujourd'hui, donc depuis qu'on existe, on a formé à peu près 600 compagnons. Dans les 600 compagnons, on a 65% de personnes qui ne sont pas du tout issues du métier de la logistique. Alors on est allé les chercher dans des quartiers prioritaires, on est allé les chercher sur de la reconversion d'emploi, des personnes éloignées de l'emploi, parfois jusqu'à 10 ans sans avoir travaillé, qui sont complètement perdues, qui on n'ouvre plus les portes. Voilà, à partir du moment où on sent effectivement que la personne a cette motivation, a cet engagement, a cette envie de s'en sortir, nous on ouvre les portes, on fait en sorte que ça se passe bien et on est super content. On a un exemple, je pense que Delphine pourrait en parler mieux que moi. On peut donner quelques exemples d'aventures humaines, ce serait super qu'on voit un peu. C'est important de mettre l'humain au cœur. On a beaucoup parlé de pression, de tension, mais évidemment, donnez-moi quelques exemples d'aventures humaines qui vous ont marqué.
Je pense que l'exemple le plus marquant, c'est une personne donc, qui s'appelle Jean, qui a 28 ans, et quand on l'a reçu avec Sylviane en entretien de motivation, sur son CV, il avait une absence de 10 ans d'emploi. Donc en fait, il a travaillé à 18 ans, un petit job dans la sécurité, et puis après, il n'a pas persévéré et pas continué. Il a eu la chance, je pense, que ses parents, entre guillemets, l'accueillent et continuent à le laisser un petit peu vivoter. Et puis on s'est dit, si on ne lui donne pas une chance, forcément sur le CV, je pense qu'il y aura beaucoup de portes fermées. Et Jean, en entretien, il a eu un déclic. Il nous avait dit, sa petite sœur est née, et il s'est dit, mais quel est l'exemple que je vais avoir pour ma petite sœur si moi je suis là à être geek, hein. Il nous disait il était devenu geek, il aimait bien les jeux. Il s'est dit, ma petite sœur, je veux pas qu'elle voit ça. Donc j'ai vu cette formation, j'ai envie de m'accrocher. Donc on s'est dit, on va lui donner une chance. On l'a mis en immersion dans un entrepôt parce que on s'est dit quand même, pas travailler pendant 10 ans. Il va falloir revenir à des horaires de travail. Et puis c'est un métier quand même difficile, hein. Donc Jean a été en immersion au secours populaire. Je me souviens, on est allé le voir, il avait des grosses gouttes de sueur parce qu'il tirait le transpalette avec toutes les palettes dessus. Mais en tout cas, toujours avec le sourire et surtout l'envie de se battre et d'avoir quelque chose à la fin. Jean a eu son label compagnon, et aujourd'hui il a signé un contrat de 6 mois avec Alliance Emploi, et il est mis à disposition d'une entreprise. Donc tout le monde est ravi en tout cas. C'est une superbe aventure humaine. Alors justement, vous m'avez dit, et c'est l'importance aussi des acteurs quand on a des aventures humaines. C'est un engagement aussi de tous les acteurs, y compris des employeurs qui investissent également dans cette démarche. Expliquez-moi un peu justement ce que ça représente ces acteurs. Alors vous êtes nombreux, hein, on parle des entreprises, Pôle emploi aussi bien sûr, les formateurs. C'est tous les acteurs qui font de cette chaîne un succès. Mais c'est une valeur ajoutée, je suppose, pour également vos entreprises adhérentes. Oui, tout à fait. Alors, je pense que le premier facteur le plus important, c'est quand même la motivation du candidat à rejoindre cette formation et pour le coup d'aller jusqu'au bout. La deuxième réussite, c'est aussi la qualité de la formation et justement le coaching, le suivi qui a été donc dispensé par Loginov. La troisième des réussites, qui est aussi très importante, c'est l'intégration qui est faite au sein des entreprises d'accueil, puisque elles ont joué le jeu, elles ont permis de laisser du temps à ces apprenants. Ils ne connaissaient pas le métier, hein, donc il faut aussi parfois perdre un petit peu de temps pour en gagner après, mais en tout cas, ils ont été très bien intégrés dans les entreprises. Notamment, il y a la société Clusterbauer que je salue d'ailleurs dans la salle, hein, qui a un apprenant aujourd'hui. Et puis, la dernière aussi condition, c'est de pouvoir permettre un contrat long derrière, ce qui intéressait forcément les demandeurs d'emploi, puisque c'est un premier contrat de 6 mois, mais derrière, nous, notre vocation, c'est de leur offrir un CDI. Ouais, c'est vraiment la vocation. Alors je vois, j'ai pris quelques chiffres, vous me confirmerez si j'ai bien noté ou pas, mais sur 3 ans, sur les 600 postes que vous avez formés, il y en a 96% qui sont en poste, il y en a 70% en CDI, c'est impressionnant, donc c'est une vraie réussite. Il faut savoir qu'il y a une promesse d'embauche, hein, quasiment après la formation, tellement le métier est étendu, donc il y a une vraie promesse le lendemain de la formation. Le lendemain de la formation. Leur CDD. Donc c'est vraiment, et m'avait dit que c'est un modèle qui s'étend maintenant sur toute la France, ce que vous avez réussi à mettre en place. Je pense que ça mérite évidemment quelques applaudissements. Eric, là on a trouvé une superbe solution, je pense. Oui, ma première réaction, j'avoue que j'étais touché, c'est ce que dit Delphine Didier, c'est le mot chance. Hein, je crois que c'est pas suffisamment dit, on est quand même dans des métiers où il y a une pression, et donner la chance, je dirais, à des personnes, on parlait là d'un chiffre quand même impressionnant, 60% de gens qui ne viennent pas de la logistique, donc c'est considérable, hein, je dirais, et c'est vrai que si on avait autant d'initiatives dans notre pays pour faire changer la donne et donner la chance en effet à ceux qui sont éloignés de l'emploi, probablement que ça irait beaucoup mieux. Enfin bon, ça est juste un commentaire. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, c'est de voir ce qui a été mis en œuvre concrètement. Hein, je dirais, ici, on est sur du réel, et en même temps, on est dans la formation, donc on est un entre-deux. Et je pense que c'est pas suffisamment, je dirais, pratiqué ces entre-deux, où on est entre déjà un pied dans le métier et pas encore, parce que on est en train de se former, on apprend à son rythme.
Et on parlait de motivation, mais la motivation, ben, ça s'éprouve tous les jours. Et je crois qu'un autre point qui était essentiel, c'est qu'on garde, je dirais, le regard sur le bénéficiaire final, qui est finalement l'apprenant. Et c'est ça sûrement le succès, avec une vraie promesse qui est compagnon. Hein, je sais que c'est... Enfin, on a fait, juste pour l'anecdote, un échange d'expérience chez les compagnons il y a quelques mois de cela. Et c'est vrai qu'on a découvert tout un univers où le mot professionnalisme, je dirais, est partie prenante quasiment immédiat, et vraiment une culture du bien faire, prendre le temps, je dirais, de s'appliquer, chose que là encore, je dirais, dans des métiers où on doit aller vite, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, et pour autant, notamment vis-à-vis d'un client final, c'est décisif. Hein, donc là, on a vraiment une problématique cruciale, c'est comment amener des personnes, en effet, en situation capable, en effet, d'interagir avec un client, être à l'heure. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours simple, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, notamment dans ces métiers de logistique. Et donc réussir, je dirais, ces opérations et déjà de le pratiquer progressivement, grâce à une organisation qui a été mise en place, on voit qu'on arrive aussi sur des chiffres maintenant conséquents. Je dirais bravo. Je peux dire que bravo. Alors, est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ce qui a été mis en place, sur cet exemple, évidemment? Alors, je profite pour dire que je viens de recevoir seulement les questions maintenant sur l'application, et on y reviendra après sur les mots que vous avez ajoutés, bien sûr, sur la première table ronde. On verra si à la fin on pourra revenir sur quelques points. Déjà, je veux vous féliciter particulièrement parce que prendre des personnes qui ne viennent pas de la logistique, les former, c'est pas simple. Ma question, c'est plutôt par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'intralogistique. Aujourd'hui, il y a une forte robotisation des plateformes logistiques. Comment vous préparez, les personnes que vous formez à cette robotisation, cette interaction avec les robots? C'est en écho également avec la première partie de cette matinée. Dites-nous tout. Alors effectivement, ça peut être le genre de remarque que l'on peut avoir quand on est par exemple en information collective et qu'on propose effectivement cette formation, et au démarrage de la formation, puisque nous, dans ce qu'on met en place au niveau de l'entièreté du flux de la formation, sur le process de la formation, c'est qu'on leur parle également des nouvelles technologies, et on leur explique effectivement l'avenir de la logistique. On ne se contente pas simplement de dire voilà, aujourd'hui l'état de fait il est comme ça, mais déjà on se projette, on leur montre déjà et on leur explique déjà ce qui va se passer dans 3, dans 5 ans et dans 10 ans. Donc le métier du logisticien aujourd'hui ne sera plus le même métier dans 3, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et ça, on leur donne effectivement conscience de ça, donc on leur montre beaucoup de choses, on dit simplement le métier est en train d'évoluer. Et donc les bagages, aujourd'hui on n'a pas besoin de bagages pour être même un chef d'équipe. Aujourd'hui on a des opérateurs polyvalents qu'on a formés au départ, qui sont maintenant déjà dans des pépinières de chefs d'équipe ou responsables d'exploitation. Voilà, donc les évolutions, elles sont là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tenir compte des nouvelles technologies. Maintenant, aujourd'hui, l'état de fait, c'est celui-là. On parle effectivement de drones pour les inventaires. Quand on leur parle de drones dans les formations, on dit « Ah oui, mais alors ça va nous remplacer », puisqu'un drone fait un inventaire d'un entrepôt de 6000 m² en 3 heures, alors qu'il faut peut-être bloquer tout le week-end ou pendant 3 jours l'entrepôt pour faire un inventaire. Mais ça fait partie de la formation. On les prépare à ça. On les prépare à ça, ils sont prêts. Voilà, demain, ils rentrent dans une entreprise. On ne leur dit pas qu'ils utiliseront des AGV, qu'ils utiliseront des drones demain ou après-demain, mais ils sont préparés à ça. Donc effectivement, c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger, c'est hyper important. Donc on a des modules dans nos formations qui parlent effectivement de cette nouvelle technologie. Merci pour votre réponse. Et je vous invite à vous présenter évidemment. Bonjour, Damien Mathias, Transport Roussel. Juste une petite question, quel est le profil des gens que vous accompagnez ? Le profil. On a des personnes, on a des groupes actuellement. Là, on a une personne de 18 ans et une personne de 60 ans. D'accord, sans aucune restriction et sans aucun profil. Bien sûr, il peut y avoir des contraintes. Effectivement, ça a des problèmes de port de charge, ce genre de choses. Effectivement, la présélection, on en tient compte. Mais il n'y a pas de profil particulier, il n'y a pas de prérequis dans nos formations. On accepte tout le monde. Le seul prérequis, je dirais, qui est important, c'est la motivation, l'envie, l'engagement. Quand on veut devenir compagnon, on s'engage à être compagnon. Et c'est ce qu'on veut respecter également et ce qu'on veut faire respecter dans les entreprises de demain. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire à un compagnon, je ne suis pas compagnon pendant 2 mois et demi pendant la formation. On les suit pendant 3 ans, on les accompagne pendant 3 ans. On a un Facebook compagnon. Les personnes, si demain il y a le moindre souci avec un compagnon et qu'on bien sûr nous avons l'information, on lui retire son label. C'est-à-dire que voilà, il y a un vrai engagement de leur part. Si on sent qu'il y a cette motivation, on a des personnes de 60 ans qui ont été embauchées en CDI en région lyonnaise où on intervient assez régulièrement. À la fin de la formation, la personne, il lui restait 5 ans à travailler. Elle est redevenue, elle gérait des sites immobiliers. Elle s'est reconvertie complètement en opérateur polyvalent. Aujourd'hui, voilà, elle est déjà chef d'équipe au bout d'1 an.
Voilà. Après, non, franchement, il n'y a pas de. Le seul prérequis, c'est l'envie. Comme disait Delphine tout à l'heure avec Jean, si la personne elle a envie, ça va matcher, quoi, ça va le faire. Alors, une dernière petite question, je vous en prie, excusez-moi. Allez-y. Bonjour, Clément Leleu. Petite question, on a parlé de connectivité, on a parlé d'outils intralogistiques. Comment est-ce que vous intégrez au sein de vos formations ces outils, l'outillage à destination des bénéficiaires des actions de formation? Donc, comme j'expliquais juste précédemment, on a des modules de formation qui sont spécifiques pour montrer effectivement ces outils. Donc nous, une particularité également de la formation qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce n'est pas 2 mois de formation salle. C'est-à-dire que c'est dans les 2 mois de formation, on a 1 mois de formation théorie salle, parce que c'est un passage obligé, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas du tout la logistique. Mais en même temps, il y a 1 mois directement en flux réel. C'est-à-dire ici, sur le campus, on a la chance d'avoir le secours populaire avec des vrais flux réels. Donc effectivement, comme disait Delphine, on ouvre la porte du bureau de la salle de formation, on est directement sur le terrain. Et on a également la chance de pouvoir être directement en immersion en entreprise. Donc on s'appuie bien évidemment sur les technologies des entreprises parce qu'elles existent. Si elles n'existent pas, on leur montre et on a effectivement un entrepôt-école qui nous permet de le faire. Alors, je suppose que ça fait beaucoup écho et merci beaucoup pour votre intervention. Je suis sûr qu'on pourra encore poser une multitude de questions. Je rappelle évidemment qu'on a l'espace du midi pour échanger ensemble. Je vais donner la parole à Sandrine Böchler, qui vous êtes directrice de la filiale FMEA pour le FM Logistique. Je suppose dans ce qui vient d'être dit, beaucoup de choses vous font écho et qui répondent concrètement à votre profession. Alors, il y a 2 échos. Là, je présente aujourd'hui FMEA, mais on a aussi des dispositifs de recrutement du même type avec un partenariat qu'on a avec la Fondation des apprentis d'Auteuil où on intègre des jeunes issus des missions locales notamment qui ont besoin d'un accompagnement. On a aussi les problèmes de recrutement. On recrute rarement des personnes qui ont une qualification en logistique. On recrute tout type de profil et ensuite on les forme. Parce que quand on ouvre une plateforme chez FM où on recrute 600 personnes, on ne va pas trouver 600 personnes qui ont les cassettes et qui sont caristes et qui ont de l'expérience. Donc recruter sur la base de savoir-être ou d'envie, on le fait et ensuite on forme les personnes. Ça, c'est une façon générale. Ensuite, sur FMEA, donc c'est un projet qui a démarré il y a 5 ans maintenant. L'objectif, c'était de créer des filiales entreprises adaptées qui permettent de recruter des personnes en situation de handicap. Alors, chez FM Logistique, on a en permanence en France entre 8 et 9% de travailleurs en situation de handicap dans nos équipes, en emploi direct. Donc c'est un projet, l'emploi des personnes handicapées dans les équipes, c'est un projet qui existe depuis plus de 10 ans, donc qui fonctionne. Et l'expérience que l'on a, c'est qu'il y a des typologies de handicap ou des personnes qui sont sorties de l'emploi depuis tellement longtemps qu'on n'arrive plus à les réinsérer directement sur les équipes FM Logistique. Et donc créer les entreprises adaptées, ça permet d'avoir une solution complémentaire à nos recrutements sur des personnes en situation de handicap, sur des handicaps qui sont un peu plus lourds. Voilà. Alors, quel métier? Est-ce que c'est restreint à un type de métier ou restreint à un handicap? Expliquez-moi, est-ce qu'il y a des limites à cette démarche? Alors, il y a des limites, c'est un peu la même, hein, c'est l'aptitude physique minimum, même si on arrive à adapter beaucoup les postes de travail, mais il faut une aptitude physique minimum. C'est ouvert à tout type de handicap. Il n'y a pas de restriction handicap psychique, cognitif, sensoriel. Il n'y a pas de restriction. On a même une personne aveugle sur le site en Centre-Val de Loire. Donc tout s'adapte. Sur les métiers, généralement on intègre pour démarrer les personnes sur les activités de conditionnement, parce que c'est le plus facile à adapter pour tout type de handicap. Et ensuite, on travaille le projet professionnel de chacun et on peut aller vers les métiers de la logistique, de l'encadrement comme chef d'équipe ou de la logistique type préparateur de commandes ou cariste, tous les métiers que l'on connaît, agent administratif, agent d'inventaire, enfin tous les métiers de la logistique sont ouverts. L'objectif, c'est d'avoir d'abord un métier d'intégration et de formation et de remise à l'emploi. Et ensuite, on travaille le projet professionnel de chacun. Alors, évidemment, c'est des belles aventures humaines. Il y a une vraie reconnaissance également des équipes qui viennent travailler dans votre filiale. M'avait dit une phrase que j'ai notée, que je trouve assez symbolique pour évoquer ce volet-là. M'avait dit, ils arrivent avec en tête leur situation de handicap, mais nous, on les voit comme des travailleurs. Hein, c'est vraiment votre démarche. Oui, alors la démarche, c'est pas non plus de dire qu'ils n'ont pas de handicap. Hein. Ils Ouais. en ont un, forcément. Ils vont pas guérir, ils vont pas changer en arrivant chez FMEA. Mais le handicap, c'est juste une information pour nous qui va nous permettre de construire le projet et d'adapter le travail.
mais ce sont quand même des salariés de l'entreprise et nous, on voit, ce sont des travailleurs. Donc on adapte le travail, on adapte les conditions d'emploi, on adapte l'accompagnement qu'on fait, mais ce sont des travailleurs et ils sont considérés comme n'importe quel salarié de FM Logistique, voilà, qui vont travailler chez FMEA ou qui vont travailler dans les équipes directement de FM. Alors, il y a des passerelles également qui peuvent exister entre FM Logistique et votre filiale. Expliquez-nous quel type de passerelles peuvent être mises en place. Alors, il y a des filiales pour l'instant principalement dans un sens, c'est-à-dire que pour des jeunes, par exemple, qui vont intégrer les métiers de la logistique, on travaille par des périodes d'immersion également au sein des équipes FM Logistique ordinaires, donc des stages, des PMSMP, etc., de façon à construire leur projet professionnel et à terme, pourquoi pas, retourner dans le milieu ordinaire de travail. Et on a la possibilité aussi pour des personnes de chez FM Logistique ou d'autres entreprises qui seraient en risque de rupture de parcours professionnel, de les réintégrer en entreprise adaptée. Même si on ne l'a encore jamais fait pour l'instant, c'est aussi une possibilité. Donc là, on travaille plus le retour vers leur milieu ordinaire de travail. Et vous aviez un exemple qui était une aventure humaine que vous m'aviez expliqué. J'en ai plein. Il y en a plein et qui est, je trouve, très très riche d'exemples. L'exemple de transfert, c'est donc un jeune homme qui a 26 ans, qui n'a jamais travaillé, qui a un handicap cognitif, donc qui a fait tout le parcours du médico-social jusqu'à l'âge limite où on ne peut plus rester dans le secteur médico-social. Et donc, il se retrouve sans qualification et n'ayant jamais travaillé. Donc, il intègre FMEA avec une bonne hyperactivité qu'il faut canaliser. Et donc, c'est un jeune homme ça fait 2 ans qu'il travaille avec nous à Château-Thierry et qui a déjà fait des immersions sur des dossiers logistiques ordinaires chez FM et qui va travailler certainement dans l'année à venir, sera salarié par FM Logistique et plus par FMEA. Peu d'autres histoires comme une personne qui a 54 ans, qui était chef de secteur dans une grande enseigne du bricolage, qui a été licencié pour une aptitude à tout poste suite à une perte d'audition totale, et qui maintenant est chef d'équipe chez FMEA et qui suit le parcours interne de formation de tous les chefs d'équipe et managers de FM Logistique. Donc on arrive à adapter grandement les conditions de travail à tout type de handicap. Je trouve les exemples importants, évidemment, parce que ça montre la diversité de l'handicap, la diversité des métiers qui peuvent correspondre, et on voit à quel point on peut tout faire, en fait. En réalité, à quel point vous avez une transversalité d'un champ de possibles qui est extraordinaire. On a la chance d'avoir des métiers très divers dans la logistique, parce qu'on voit les métiers caristes, préparateurs de commandes, mais il y a tous les métiers support, il y a l'informatique, il y a le management, il y a les RH, il y a le commerce, il y a le marketing, tous ces métiers existent dans nos entreprises. Donc on a la possibilité de former sur tous ces métiers. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette filiale, à cette entreprise adaptée, peut-être sur la formation, comment vous sélectionnez éventuellement je suppose qu'il y a des collaborations qui existent. Nos partenaires. Vos partenaires, oui. On utilise toute l'offre de formation, soit c'est de la formation interne puisqu'on a nos propres moniteurs formateurs, soit on travaille avec les acteurs reconnus de la formation en logistique, que ce soit l'Aftral, que ce soit l'AFT, que ce soit Deco Training, enfin il y a énormément de partenaires. On utilise la meilleure formation, on a des discussions en cours avec bien sûr la région des Hauts-de-France pour la plateforme de Château-Thierry où on peut avoir des partenariats de cofinancement des formations. On utilise tout le dispositif aussi pour pouvoir tout le dispositif qui existe. Avec un grand volet formation interne, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Il y a beaucoup de formations internes. Énormément de formations internes. Si vous deviez faire le bilan maintenant, ça fait depuis combien d'années que cette filiale-là existe? Alors, en Centre-Val de Loire, ça fait 4 ans. Dans les Hauts-de-France, c'est notre première année et demie. Le bilan est positif, que ce soit le modèle économique, le business model qui montre qu'on est capable d'être rentable sur nos activités de production, que ce soit le modèle d'accompagnement, puisqu'on a quand même des belles réalisations et des beaux retours à l'emploi, sur la satisfaction des collaborateurs et des clients. Je pense que le réseau professionnel et il y a une vraie satisfaction, une vraie valeur ajoutée, une vraie fierté également. Même pour nos clients. Quand on fait une offre de service FM Logistique plus FMEA, on a une vraie valeur marketing pour les clients de FM Logistique. C'est devenu un argument aussi pour c'est un argument de vente, c'est une marque. Ouais, c'est une marque, hein, c'est une vraie marque. Alors, notre expert Eric, là on a 2 exemples évidemment. C'est un peu large, hein, mais qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces expériences? Alors, si vous voulez. Pas le temps. Déjà, c'est gentil. On est nombreux là. Oui, déjà c'est nouveau un exemple très marquant. Hein. On est dans l'humain là, on est vraiment sur des sujets
on va dire sensible. Mais moi, la première chose qui m'a marqué, c'est en effet tout s'adapte. Je crois que ce mot d'ordre un peu, cette conviction forte qui a été dite, elle vient en effet de ce métier de logisticien qui en permanence a besoin, n'a pas le choix, entre guillemets, a besoin de s'adapter à son écosystème, et qu'on voit que, je dirais, ce qui était au départ peut-être une contrainte, finalement aujourd'hui c'est une force. C'est de retourner finalement quelque chose qui est une contrainte en force. Je crois que ça c'est le premier élément vraiment marquant dans cette intervention. Deuxième aspect, je dirais, c'est les aspects gains. On parle de rentabilité, on n'oublie pas qu'à la fin il faut être rentable, mais je dirais ce qui est aussi important, c'est qu'on apporte un élément différenciant, une plus-value, et je dirais on ne le pense pas assez, mais on l'avait vu à un autre défi. C'est vrai que les personnes en situation de handicap nous permettent en effet d'imaginer, de sortir des modèles tout faits et du coup d'adapter, de repenser aussi les postes de travail. Alors ça n'a pas forcément été là détaillé, on en a un petit peu parlé avec Fabien, mais c'est vrai que ça amène entre guillemets à reconcevoir finalement les solutions qu'on propose. Et je crois que ça aussi c'est une force, cette différence finalement c'est une force. Et dans des métiers où justement il faut très concurrentiel, où finalement entre deux logisticiens, qu'est-ce qui va les distinguer, c'est des éléments qui peuvent vraiment faire la différence. Voilà. Après, je dirais, il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment, mais un autre aspect, c'est les partenaires. Je crois que ça a été dit, ça a été souligné, mais sans partie prenante, je dirais, sans écosystème, là encore, ce type de solution est difficile à envisager parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Il faut en effet interagir, trouver des réponses, des solutions appropriées. Et enfin, je dirais pour terminer, le mot vraiment clé des deux interventions, et ça a été dit, redit, c'est envie, motivation. Et je crois que ça, c'est jamais assez souligné, c'est que les compétences, on parlait de savoir-être, mais c'est surtout de la motivation au départ. C'est-à-dire qu'on a envie en effet de s'engager. Le mot engagement, je crois que c'est un mot vraiment décisif et sera de plus en plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'engagement derrière, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas non plus de fiabilité. Et finalement, ce qui est au cœur même, je dirais, de cette filière et de cette activité. Alors, parmi les mots-clés qu'on avait au tout début de la matinée, il y en a deux qu'on m'a donné tout à l'heure. Adaptabilité, justement, on vient de citer, la flexibilité. Il y avait polyvalence. Et ouais, donc voilà, il y avait polyvalence aussi. Donc voilà, donc ça correspond à cet univers. Je vous remercie beaucoup pour cette expérience. Je vais juste rappeler quand même, évidemment, il y a une obligation légale qui existe, qui est autour de 6%, je pense, au niveau national. Vous êtes à 8 à 9% chez FM Logistique. Et donc, évidemment, c'est une vraie clé aussi de succès dans votre accompagnement, dans votre recrutement, mais vous l'avez dit, c'est une vraie marque, donc ce qui prouve que c'est une vraie valeur ajoutée aussi commerciale vis-à-vis de vos clients, ce qui est aussi ce qui pourrait casser certains préjugés parfois. Merci beaucoup pour votre expérience. Je vais laisser la parole à Monsieur Depeau. Merci d'être avec nous. Alors vous sentez, qu'est-ce que vous pouvez dire en écho de ce qu'on vient d'entendre là depuis le début de la matinée? Écoutez, effectivement, j'interviens en dernier et c'est pas mal finalement. Et je vais commencer par une chose, je vais remercier Laurent Després de m'avoir convié et invité à participer. D'une part parce que c'était extrêmement intéressant, et d'autre part parce que j'ai la fierté de représenter un métier que j'affectionne particulièrement et qui plus qu'aucun autre, enfin pas plus qu'aucun autre, mais on va dire, a une place absolument déterminante dans tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis ce matin. Et finalement, on en parle toujours à demi-mot et toujours un peu à côté, c'est un outil qu'on utilise. C'est une variable d'ajustement, c'est peut-être éventuellement des fois une contrainte, on va mettre plus de temps à livrer. C'est même pas une variable économique et encore moins une variable écologique. Alors, je suis content de prendre le micro pour réexpliquer un petit peu tout ça. On a une première étape très intéressante et finalement on a parlé de beaucoup de B2C et c'est logique puisque si on est tous là aujourd'hui, c'est pour cette finalité-là, c'est que le consommateur, il ait son produit tel qu'il l'a souhaité au moment où il l'a voulu le plus rapidement possible. Ok, c'est bien, sauf qu'on est sur la phase finale. On oublie de dire peut-être, ou pas qu'on oublie de dire, mais je suis en tout cas là pour le rappeler, que si le transport représente 2% du prix de revient d'un produit, il concerne à 90% les flux ont été transportés d'un point de vue routier, que ce soit en transport amont, que ce soit en transport intermédiaire après la production, que ce soit sur les flux de distribution et que ce soit jusqu'au consommateur final. Finalement, si on a l'économie qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a le transport qui est un des outils les plus agiles qui a permis d'évoluer là-dessus. Et je suis content d'être aussi aujourd'hui avec Romain qui est à côté de moi aujourd'hui
Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ce délai à réduire absolument pour satisfaire le consommateur, qui est aussi un citoyen et qui pourrait aussi avoir des achats responsables. Et on a aussi beaucoup parlé d'optimisation logistique. C'est bien, mais on peut garantir à un client d'être livré dans la demi-heure, le bon produit comme il le souhaite, etc. Avoir un entrepôt qui tourne bien, une belle logistique. Et puis les quais qui sont derrière, là, pas ceux de devant pour livrer le client, ça tourne bien. Les quais qui sont derrière, on a des conducteurs qui attendent 2, 3 heures, 4 heures, dans des conditions pas top. Sur le site internet, on a vu quoi? Livraison gratuite. Bon, moi ça me heurte un petit peu finalement. Qui plus est, à un moment où on a des difficultés de recrutement de conducteurs, quelle est la première chose qu'on nous dit? Alors on peut parler de rémunération, et effectivement le transport est un des outils les moins chers aussi, hein, donc en conséquence forcément tout est lié. Mais quand on demande à nos conducteurs pourquoi il y a une désaffection sur le métier, et attendez, nous on aime bien, c'est rouler, c'est être productif, c'est apporter une valeur ajoutée. Nous planter à écouter les grosses têtes dans le camion en attendant, et encore quand on a les clés du camion, parce que souvent on prend les clés du camion et on se retrouve dans une salle de pause avec une machine à café, c'est plus le métier qui me fait Ça rêver. arrive apparemment, ouais, ça c'est les bonnes conditions. Ouais, mais voilà, mais à un moment donné, il faut en parler aussi. Alors qu'on a un métier qui est fantastique, on a un métier qui allie tellement de contraintes. On a des contraintes humaines, parce que derrière chaque volant, c'est un conducteur. On doit gérer des contraintes qui ne dépendent pas de nous, ou pas que de nous. On a des contraintes de circulation, on a des contraintes réglementaires, on a à charge l'optimisation de nos transports. Et ça, on parle beaucoup de logiciels d'optimisation, c'est notre métier depuis toujours. Depuis toujours, on a une seule préoccupation, c'est d'optimiser nos véhicules. Quand on va livrer sur un centre commercial, on a 4, 5, 6 clients à livrer, on a optimisé le véhicule, on a un outil qui est de plus en plus propre, on a un outil qu'on a optimisé, on fait moins de kilomètres à vide, on fait moins de parcours d'approche, on a des véhicules qui sont bien remplis. Donc bon, voilà, c'était juste un petit peu pour dire, on est là. Et d'ailleurs, j'avais même prévu de commencer mon intervention en disant, c'est bien, on parle d'innovation, mais on a quelque chose de particulier dans notre métier du transport routier, c'est qu'on est au cœur de cette innovation. On a un métier qui a tellement évolué, on est des plateformes d'information. Toutes les informations qui sont importantes pour nos clients, pour les optimiseurs de flux, les agrégateurs de données, sont des informations qu'on communique. Et on a fait d'énormes progrès dans notre métier là-dessus, sur la digitalisation et sur le fait qu'un véhicule, c'est une plateforme d'envoi d'informations. On a des informations sur la circulation, sur le congestionnement, sur les statuts de livraison, sur la géolocalisation du produit. On est complètement intégré là-dedans. Sauf que parfois on oublie que si on peut peut-être anticiper dans l'entrepôt, et c'est super, hein, de dire bah tiens, on peut faire venir un peu plus de personnes parce qu'on sait que dans autant de temps il y aura ça, on oublie que peut-être qu'il y a un transporteur derrière qui attend ou qui ne peut pas faire son métier correctement. Donc voilà. C'était pas tout à fait la question, mais je voulais commencer par ça. Si, c'était la question. Je vous demandais de réagir en écho, donc c'était parfait. C'est évidemment ce que j'attendais. Et justement, dans vos propos, on va dire deux choses, parce que vous avez évoqué deux choses qui me semblent importantes de relever. Mais en préparant votre intervention avec Eric, que vous avez eu au téléphone, il y a cette fierté d'être un acteur responsable. On le sent bien dans votre intervention, de prendre toutes les dimensions, y compris celle de la qualité de travail de vos collaborateurs. Et on va peut-être laisser la parole à Romain, peut-être, qui est avec nous. Alors je pense qu'on va s'offrir ce petit plaisir-là, parce que Romain Triboulois, je le dis bien, Triboulois, vous venez de recevoir le trophée régional de la CUP 2018 qui récompense le meilleur conducteur routier régional. Et je pense, mesdames et messieurs, on peut donc l'applaudir. On a la chance de l'avoir, il est avec nous. Parce que ça a été évoqué avec Monsieur Depaul, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre vision sur ces conditions de travail. On a dit, dans tous les métiers de la logistique, il y a cette tension et on le ressent également chez les conducteurs. Expliquez-nous un petit peu justement ce qui fait, la beauté de votre métier, et deux, pourquoi, à votre avis, on a tant du mal à attirer peut-être dans cette profession. La beauté du Alors, métier, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton peut-être. Un petit coup. Faut que ce soit vert. C'est bon, ça marche. Voilà, ça marche. Ouais, voilà. La beauté du métier, c'est toute la part d'autonomie et de responsabilité qu'elle offre. On part quand même avec un véhicule qui vaut à peu près 100 000 € sur les routes, et puis on doit faire face aux situations au jour le jour qui sont jamais les mêmes, et puis on doit savoir réagir correctement, avec toutes les exigences maintenant qui sont attraites à ce métier, hein, de communication, d'informatique embarquée, de qualité, de relationnel client.
Donc ça en fait un métier très intéressant. Maintenant, pour le manque d'attractivité, je pense d'une part que c'est parce que c'est un métier qui n'est pas connu. On est resté figé sur des anciens modèles ou sur des images d'Épinal qui sont complètement dépassées maintenant. Donc, et puis j'en ai la preuve, en tant que conducteur référent, c'est-à-dire on est une dizaine dans l'entreprise, à s'être engagé de prendre des nouveaux arrivants avec nous, des gens qui ne sont pas issus nécessairement du métier, pour leur montrer ce que c'est exactement, répondre à toutes leurs questions. Et effectivement, le fossé est énorme entre l'image qu'ils ont de mon métier et puis la pratique au quotidien et tout ce que ça implique. Même ceux qui sont issus des formations comme ici du centre Aftral et qui viennent avec nous, bon, alors ils sont très bien formés sur la manière de conduire le camion, sur la RSE, c'est-à-dire la réglementation sociale européenne. Alors ça, ils savent tout, il n'y a pas de souci. Mais après, concrètement, au quotidien, comment ça se passe et ce qui s'imaginaient, la manière dont ça se passe, alors là c'est une grande découverte pour eux. Hein, et quelquefois même, ça peut peut-être les effrayer un petit peu. Donc c'est à nous aussi de dire, non mais attends, voilà, il n'y a pas de problème sans solution et je vais t'apprendre comment on réagit, comment on fait dans ce cas-là, ce que tu peux faire pour faire correctement ton travail. Et puis, le cas échéant, même, c'est pas interdit, y prendre du plaisir. Voilà. Ouais, et on voit que vous aimez votre métier, ça se ressent évidemment. Quel effet ça fait d'avoir été récompensé par ce trophée ? C'est toujours agréable, hein. C'est toujours agréable de participer à ça et puis d'être reconnu après, même si ça fait longtemps que Julien me reconnaît comme un bon élément dans l'entreprise, mais bon, après, être validé par sa profession tout entière, c'est toujours agréable, oui, bien sûr. Alors justement, parmi l'innovation, sur la motivation de votre visite parmi nous, il y a cette réflexion de pouvoir, dans votre ADN, dans l'entreprise, de toujours avoir une réflexion entre vos collaborateurs et la direction, de se réinventer à chaque fois. Mais c'est fait partie, dans les discussions que vous avez eues avec Eric, de la culture dès le départ de l'entreprise. C'est quelque chose qui vous paraît assez naturel. Oui, je pense qu'une des particularités du métier, vous voyez, on est 350, il y a 220 conducteurs, donc ce sont 220 nomades. Donc, on parlait de l'innovation et la thématique, elle était de dire, pour innover, c'est partager et manager. Et cette innovation, nous, on a à cœur de faire comprendre à nos clients qu'on en est le moteur, qu'il faut penser à nous pour nous intégrer dans leurs réflexions, et on doit aussi absolument la partager en interne. Alors on a nos conducteurs qui sont sur la route, donc c'est pas une usine ou un entrepôt où ils sont sur place, donc il faut réussir à intégrer, et c'est vrai que ça fait partie de la culture d'entreprise depuis toujours, de favoriser cet échange et de développer une culture d'entreprise, une image et des valeurs. Donc ça peut passer par des tas de petits exemples. Finalement, il n'y a rien de bien extraordinaire, si ce n'est qu'il faut trouver des nouvelles idées, les faire durer dans le temps et mailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne idée qui doit fonctionner dans l'entreprise, mais c'est le croisement de toutes ces choses qui fait que ça peut fonctionner. Donc quelques exemples, on fait ce qu'on appelle un T-News. Donc tous les 3 mois, tous ceux qui sont rentrés dans les 3 derniers mois dans l'entreprise, on se voit tous. Et donc c'est un beau panel de l'entreprise, par un mécanicien, un conducteur, un logisticien, un exploitant, un affréteur. Et puis on dit d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu as vécu ton intégration dans l'entreprise, qu'est-ce que tu trouves de bien, qu'est-ce que tu trouves de pas bien. On fait ce qu'on appelle le PEPS du petit-déj, c'est un service, chaque mois organise un petit déjeuner pour tous les services administratifs, et donc c'est l'occasion d'échange. On fait ce qu'on appelle les stands Léon dans l'entreprise. Donc, ce sont des stands collaboratifs où sur un sujet qui peut être l'arrimage, qui peut être l'informatique embarquée, on se regroupe tous pour donner ses contraintes, ses problématiques, évoquer ses solutions. Donc, on pourrait comme ça agrémenter de tout ce qui est fait dans l'entreprise, mais ce qu'il y a à retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas louper une seule occasion d'échanger, de partager. Nos conducteurs, que je parlais de l'innovation, on a besoin de celle de nos clients, parce qu'on en est un dérouage important. On a besoin de provoquer la note et de proposer des nouveaux outils sans arrêt. Donc on a développé des outils de traçabilité, on a développé des outils techniques avec du matériel très particulier pour accompagner nos clients dans leurs besoins. Et il ne faut pas oublier que nos conducteurs, ce sont les ambassadeurs de l'entreprise, ils sont en lien direct avec nos clients. Et plus fort que ça, généralement, nos clients, ils nous demandent de faire des livraisons à leurs clients, donc nos conducteurs vont voir les clients de nos clients.
Ce qui fait que quand ça se passe bien, c'est super. Quand ça se passe pas mal, il y a un double effet catapulte qui fait que les choses arrivent très vite. Mais ce retour terrain, il est absolument indispensable. Et il faut cultiver en entreprise en permanence l'échange. Et d'ailleurs, c'est notre métier. Notre métier, il est précisément l'échange et la gestion de flux. Alors, ce qui est impressionnant dans votre exemple, c'est le fait de l'avoir organisé au sein de votre structure. C'est un peu ça aussi, l'importance, peut-être de passer le micro à Eric, notre expert. Quelle analyse on peut faire sur l'exemple de l'entreprise de Pau? Oui, déjà, un grand merci à Monsieur Depot. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui. D'ailleurs, on a un peu explosé le temps que je m'étais dit au départ, donc c'était un vrai échange. La première chose, je dirais, en effet, organiser, ça a été dit dans la durée. Je crois que l'innovation, et de manière plus générale, pour qu'elle s'inscrive et pour qu'elle ait des résultats, mais pas seulement des résultats, mais je dirais qu'elle soit partagée, il faut s'inscrire dans la durée. Je crois que c'est vraiment une des grandes forces de cette entreprise qui a maintenant 55 ans, c'est que beaucoup d'actions, il y en a une, je ne sais plus laquelle, qui a plus de 30 ans dans l'entreprise, qui se maintient, et c'est ça la difficulté finalement, c'est de remettre le cœur à l'ouvrage tous les jours. Et finalement, l'innovation, ça passe aussi par là. Ça passe par des petites choses, mais ça implique forcément une organisation au départ pour justement pouvoir se renouveler, repenser, réorganiser. Mais s'il n'y a pas, je dirais, cette organisation préalable, ça ne reste pas dans le temps. On est dans les effets de mode et puis ça disparaît. Puis quand on en a réellement besoin, ça n'a plus d'effet. L'autre aspect, je dirais, vraiment intéressant, et ça a été dit par ailleurs, mais on a des acteurs avant tout. Je dirais, le chauffeur est un acteur. C'est lui qui vient en effet en contact avec le client du client, ça a été dit. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental de comprendre que c'est une chaîne. Et donc, si, je dirais, dans cette chaîne, il y a des parties prenantes, et si l'ensemble des parties prenantes ne trouve pas son intérêt, si ce n'est pas dans une relation gagnant-gagnant, voire gagnant-gagnant-gagnant, 3 fois gagnant aussi avec l'environnement, avec l'écosystème, ça a été dit aussi dans cet aspect, je dirais, responsable, RSE, mais par-delà RSE, tous ces grands enjeux sociétaux qui ont été un peu évoqués au départ, quelque part, on ne s'inscrit pas dans la durée là encore. Je crois que s'il y a quelque chose à retenir de ce témoignage, c'est vraiment ça. C'est cette force dans la durée. Et je dirais bravo, parce que c'est pas simple dans un métier en tension, c'est pas simple dans un métier sous pression. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cet enthousiasme qui est renouvelé parce qu'il y a une organisation adaptée, on voit aussi que de plus en plus, on doit intégrer de nouvelles choses. Ça a été dit, informatique embarquée. On sait qu'aujourd'hui, le mot qui a été dit, ça a été, alors je l'ai noté un moment, c'est que finalement, le camion devient en effet une plateforme d'échange d'informations. Et donc, on voit bien qu'il y a une mutation. Tout est en réseau aujourd'hui. Et dans le monde de la logistique, là encore, ça demande une organisation supplémentaire. Et je pense qu'en effet, des entreprises comme Depot, qui ont quelque part ça dans l'ADN, en tout cas qui le cultivent, probablement seront les gagnants de demain. Ouais, merci pour cette analyse. Avez-vous des réactions? N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, à cette expérience avec nous au cours de cette matinée. Écoutez, si ce n'est pas le cas, je vous invite sincèrement à applaudir nos intervenants de la deuxième table ronde. Merci beaucoup